Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. Aujourd'hui, dans notre nouvel épisode Science et Whisky, on évoque la couleur du whisky. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est capable de détecter la présence de caramel dans le whisky avec des moyens scientifiques relativement rudimentaires? Certains industriels du whisky ajoutent du caramel, le E150. En réalité, il y a 4 sous-variétés de E150, le A, le B, le C, le D. Ici, on parle du A, qui ne contient ni sulfite, ni ammonium. Est-ce que visuellement on est capable de détecter quoi que ce soit? Donc à noter qu'à ce stade, j'ai posé les bouteilles sur la table dans un ordre complètement aléatoire. Alors, selon vous, lequel de ces whiskies contient du caramel? Je vous laisse quelques instants pour vous faire une idée. Si on se fie aux étiquettes, on remarque que Laphroaig a l'honnêteté, en danois du moins, d'avouer qu'il rajoute du caramel dans son whisky. Du côté de Hakushu, aucune mention sur l'étiquette ne laisse présager de la présence ou non de caramel. Chez Talisker, on ne trouve rien non plus. Aberlour n'indique rien de son côté. Au verso de la bouteille de Lagavulin, on trouve une petite indication en allemand. Et rien du tout du côté des Américains de Booker. Voici maintenant les 8 échantillons dans des tubes à essai. Je fais remarquer qu'il n'y a ici aucune corrélation entre couleur et âge. En effet, le Hakushu est âgé de 12 ans, et comme on le voit est relativement clair, c'est le deuxième. Tandis que le Bookers, qui lui est âgé de 7 ans et demi, est très sombre. De la même façon, il n'y a aucune corrélation entre le titre en alcool et la couleur. Toujours en partant du Hakushu, qui titre à 43 degrés, eh bien, si je fais la comparaison avec le Lagavulin, qui lui titre à 48 degrés, je vois que le Lagavulin est plus clair, alors qu'il titre plus haut. À titre personnel, je n'ai jamais été, en tant que dégustateur de whisky, intéressé par la description de la robe d'un whisky. La plupart des commentateurs commencent leur note de dégustation par la couleur du whisky. J'ai relevé les couleurs attribuées par un célèbre commentateur, qui fait plutôt l'unanimité chez les amateurs. Cette personne a observé et dégusté ces whiskies à des moments très différents et n'a certainement pas pu, comme ici, comparer directement leurs couleurs. Alors, de mon côté, si je me fie à mes sens, et si je devais les classer, ces 6 whiskies par ordre croissant de teinte, c'est-à-dire du plus clair au plus foncé, je ferais quelque chose comme ceci. Alors, pour voir, c'est le plus clair. Celui-là, je vais voir. Celui-là, un tout petit peu plus sombre. Ouais, et là, je vais inverser le dernier. Voilà. Donc, Je ne sais pas si à ce stade, déjà vous et moi, on est d'accord. Est-ce qu'avec une feuille derrière, c'est convaincant? Et voici les bouteilles à l'arrière-plan réordonnées pour l'occasion. Alors ce célèbre commentateur attribue au Lagavulin 8 ans la couleur vin blanc. Donc là, je suis à peu près d'accord. À l'autre extrémité du spectre, il attribue la couleur ambrée au Abunad, la Berlour Abunad, tandis que le Bookers 7 ans se voit attribuer la note or profond. Ok. Et donc ensuite, sur les 3 qui nous restent, nous avons or pâle pour le Talisker, or léger pour le Hakushu, et or tout court pour le Laphroaig Quarter Cask. Alors, selon moi, il y a une incohérence, parce que pour moi, or pâle, c'est pas plus foncé que or. Enfin, me semble-t-il. Incohérence, à moins que les batchs qu'il a évalués aient eu des couleurs légèrement différentes, ce qui est toujours possible. Enfin, sauf s'il y a du caramel dedans, c'est même pour ça qu'on l'emploie, pour que d'un batch à l'autre, la couleur reste identique, afin de ne pas perturber le consommateur. Loin de moi l'idée de mettre en défaut cette personne, que je respecte énormément au passage, mais c'est juste pour démontrer les limites de cet exercice d'évaluation de couleur, qui est assez subjectif somme toute. Je voudrais savoir si la science peut apporter un peu d'objectivité ici. Les artistes et les poètes donnent des qualificatifs aux couleurs. Rouge carmin, bleu turquoise, vert véronèse, etc. Les scientifiques, quant à eux, quantifient les couleurs en leur attribuant une valeur appelée longueur d'onde. Oui, car la lumière est une onde, mais laissons ça de côté, dont les valeurs sont comprises approximativement entre 400 et 800 nanomètres, du violet le plus profond au rouge le plus dense. Et qu'y a-t-il en dessous de 400 et au-dessus de 800? Rien de visible. Et de 400 à 800, ça nous fait combien de couleurs disponibles ?
Réponse C. Eh oui, un verre à 510, c'est pas pareil qu'un verre à 511, mais à 510,5 non plus, à 510,45 non plus. Oui, vous voyez, il y a une infinité de couleurs. Nous allons utiliser un spectrophotomètre qui va ici effectuer ce qu'on appelle un balayage en longueur d'onde sur notre whisky et mesurer son absorbance. Je vais introduire le whisky dans une petite cuve telle que celle-ci. Cette cuve, je vais l'introduire dans le réceptacle qui est là. Et la cuve va être traversée par de la lumière qui va passer par toutes les couleurs possibles. La quantité de lumière qui traverse la cuve va être mesurée et comparée à la quantité de lumière qui a été envoyée, et la machine va tracer l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Et la courbe va se tracer ici à l'écran. Si toute la lumière traverse la cuve, l'absorbance vaudra 0. Si 10% de la lumière traverse la cuve, l'absorbance vaudra 1. Si c'est 1%, elle vaudra 2. Et si c'est 0,1%, c'est-à-dire 1 pour 1000, elle vaudra 3. Faisons l'essai sur une solution de permanganate de potassium. Comme vous voyez, elle est violette. J'ai réglé mes limites de longueur d'onde entre 400 et 800 nanomètres et j'ai demandé au logiciel de tracer l'absorbance en fonction de cette longueur d'onde. Allez, c'est parti pour la courbe d'absorption du permanganate de potassium. Donc on a vu que la courbe d'absorbance du permanganate passait par un maximum qui était environ à 550 nanomètres, ce qui est en gros du jaune, d'accord? Et si on se réfère à cet autre document qu'on appelle un cercle chromatique, eh bien on voit que si le permanganate de potassium absorbe beaucoup dans le jaune, c'est qu'il est censé être violet. Ça marche sur le principe des couleurs complémentaires. Par exemple, une espèce qui absorbe dans le rouge apparaîtra verte. Donc ici, on a quelque chose qui absorbe beaucoup dans le rouge, et effectivement, on a une espèce qui est violette. J'en déduis donc qu'un whisky qui est plus ou moins orangé devrait absorber pas mal dans le bleu-violet. Donc pour des longueurs d'onde, on va dire entre 400 et 470 pour être large. On va vérifier ça. Allons reproduire l'expérience sur un whisky très foncé. Disons, allez, le plus foncé, l'Aberlour A'bunadh. Donc j'introduis mon whisky dans le spectrophotomètre. Et c'est parti pour la courbe d'absorbance. Alors, elle est où la cloche? Je voulais voir une cloche, comme pour le permanganate. Mais j'aimerais bien voir la cloche, là, mais il faudrait que j'aille en dessous de 400. Ouais, mais en dessous de 400, on avait dit qu'il n'y avait rien de visible. Ah oui, mais en fait, au-delà du violet, il y a de... Allez, on va descendre en dessous de 400 nanomètres, jusqu'à 190 nanomètres. Allez, c'est reparti, cette fois-ci, entre 190 et 800 nanomètres. Donc en effet, comme prévu, puisque le Aberlour A'bunadh est plus ou moins orangé, eh bien, il absorbe dans sa couleur complémentaire, c'est-à-dire le bleu, le violet. Mais ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'on a une grosse absorption dans le domaine des ultraviolets, c'est-à-dire en dessous de 400 nanomètres. Donc comme quoi le cercle chromatique n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de l'explication de la couleur. Mais au fait, si le whisky absorbe dans l'ultraviolet, plus besoin de lunettes de soleil. Ah, on est bien là, on profite. Ça y est, j'ai fait le travail pour les 6 whiskies. Donc maintenant, en analysant les courbes, est-ce que je pourrais faire la différence entre les whiskies avec et sans caramel, rien qu'en regardant les courbes? Et est-ce qu'on pourra identifier leur couleur, entre guillemets, à partir de la courbe? Bon, ça s'annonce difficile, d'après ce qu'on vient de voir. Voici les 6 courbes. Lagavulin, Hakushu, Laphroaig, Talisker, Bookers et Aberlour. Bon, déjà, on remarque que les valeurs maximales d'absorbance sont plus faibles chez les whiskies les plus clairs. Moins de 1,5 pour le Lagavulin et plus de 2,5 pour l'Aberlour. On remarque aussi que plus la surface sous la courbe est importante, plus le whisky est foncé. C'est assez net. Alors, on sait que le Lagavulin et le Laphroaig contiennent du caramel, parce qu'il l'affiche clairement. On sait également que le Bookers ne contient pas de caramel, parce que l'appellation Bourbon l'interdit. Et quand on compare tous les autres entre eux, eh bien, il n'y a pas de profil type avec ou sans caramel qui se dégage.
Donc la spectrophotométrie est clairement insuffisante pour déterminer si on a du caramel ou non dans un whisky. Bon alors évidemment, on va pas baisser les bras maintenant. En cherchant un peu du côté de l'industrie du caramel, j'ai découvert l'existence de l'indice de teinte de Liner, qui est là pour évaluer la rougeur d'un whisky à partir de la mesure de l'absorbance à 510 et 610 nanomètres. Après un petit calcul impliquant un logarithme, pour les matheux qui nous regardent, on aboutit à des valeurs comprises entre 3, pour du jaune-vert, tirant sur l'olive, à plus de 7, une teinte franchement caramel. Donc voici la valeur de l'indice de teinte de Liner pour le Lagavulin, calculé à partir de ma courbe, 4,5. Pour le Hakushu, on est à 5,5. Pour le Laphroaig Quarter Cask, on est à 6. Pour le Talisker, on est à 5. Tiens, donc là peut-être a-t-on levé l'incohérence par rapport à ce célèbre commentateur que j'avais noté tout à l'heure. On a 7 pour le Bookers et on a que, étonnamment, 5,7 pour l'Aberlour. Donc bon voilà, comme quoi les choses sont complexes finalement. Est-ce qu'on peut se fier à l'absorbance? Est-ce qu'on peut se fier à l'indice de teinte de Liner? Est-ce qu'il ne faut pas finalement, malgré tout, se fier uniquement à ses sens? Évidemment, on n'a pas toujours un spectrophotomètre sous la main quand on déguste, c'est clair. Enfin bon, j'espère que cette analyse vous aura intéressé et vous aura plongé dans la science du whisky. À bientôt pour un prochain épisode.